Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'animer la deuxième table ronde. Donc, je m'appelle Alain Quinquenot, j'appartiens au groupe NJ. Je suis en charge du management des connaissances au NJ Lab Crigen. Je suis aussi manager d'experts et j'appartiens à Copain depuis une bonne dizaine d'années. Donc effectivement, j'accueille à ma table donc Valérie Blanchot-Courtois. Tu viendras quand tu interviendras. Ça marche. Valérie Blanchot-Courtois, Jean-Philippe Deloison et Nicolas Roland. Donc c'est Jean-Philippe Deloison qui va démarrer. Jean-Philippe Deloison est en charge du pôle d'expertise technique et expertise, et en charge du management des connaissances. Et donc, à ce titre-là, il embarque la politique expert. Et donc, il va nous faire part d'une première description de la politique expert au sein du groupe Ariane et un certain nombre de retours d'expérience, de bonnes pratiques, et puis les travaux en cours et les intégrations sur le sujet. Jean-Philippe, je vous propose de nous rejoindre. Alors, oui, j'ai été un petit peu vite, je n'ai pas introduit la table, je suis désolé. En fait, la table ronde, donc c'est le fonctionnement au quotidien. Et effectivement, la question qui a été évoquée tout à l'heure, la problématique expert versus manager, et comment s'exprime effectivement le pouvoir et le savoir. Comment on anime, quelles sont les règles, quels sont les droits et devoirs, comment évoluent les missions et les filières. Voilà un petit peu les différents sujets de notre table ronde, avec un panel très très riche. Jean-Philippe, c'est à vous. Voilà. Bonjour à tous, merci de m'accueillir aujourd'hui chez Copain pour expliquer un petit peu ce qu'on fait dans Ariane Group. Donc, Ariane Group n'est peut-être pas très connu comme nom, mais vous connaissez tous Aérospatiale, Snecma, SEP, Héraclès, Airbus, Safran également. En fait, c'est notre histoire, voilà. Et cette histoire vous amène aujourd'hui dans le monde de l'espace. Voilà. Donc, Ariane Group est la fusion de deux entreprises qui sont Airbus sur la partie spatiale lanceur Ariane 5 et sur Safran sur la partie motorisation de ces lanceurs. Donc on est 50-50, c'est depuis 2015, donc c'est assez récent. Vous voyez, 9000 collaborateurs, 11 filiales réparties à travers l'Europe, et puis un chiffre d'affaires de 3 milliards d'euros. Donc vous connaissez sûrement nos produits, Ariane 5, Ariane 6 très prochainement, et puis on a une activité un petit peu plus confidentielle qui sont liées aux militaires pour le missile balistique français, et puis d'autres petites activités. Par exemple, nous sommes aussi leaders dans le domaine des airbags, ce qui peut être surprenant, mais ce sont les petits capteurs qui explosent au moment de l'airbag. Voilà. Alors, pour ceux qui connaissent Ariane, on se dit bon, c'est quelque chose qui marche bien, donc pourquoi tout changer, pourquoi tout bousculer? Alors, on a quand même une grosse contrainte, c'est que le marché des lanceurs spatiaux a énormément bougé, lié aux nouveaux arrivants sur les lanceurs, mais aussi lié à des satellites, aux détails de satellites qui bougent, et on est obligé de faire quelque chose de nouveau. C'est vraiment une contrainte extérieure. Et donc il faut toujours avoir en tête que pour être compétitif, effectivement, la fusée Ariane 6 doit coûter 40% de moins qu'un lancement aujourd'hui. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre survie, et c'est pour nous à un temps très court, puisque ça sera sur 2021. Voilà. Et donc le rôle, ayant une forte expérience, le rôle de nos experts, leur expertise, où ils mettent des années à mûrir, le rôle du knowledge management, où on récupère effectivement tout le savoir-faire sur nos différentes entreprises, c'est considéré comme stratégique pour nous. Donc, quand j'ai pris mon poste
il y a maintenant 3 à 4 ans. En fait, j'étais là pour rebooster la filière expert et les activités knowledge management. Or, très vite, je me suis retrouvé à fusionner 2 entreprises et surtout 2 filières experts existantes qui, effectivement, dataient comme des années 2000 et avaient effectivement perduré et puis, bon, pas forcément périclité, parce que ça vivait bien, mais ça demandait de rebooster un peu. Et donc, avec la fusion des activités Airbus et Safran, je me retrouve aujourd'hui non pas à créer une nouvelle filière de rien, ni à gérer une filière qui est existante, mais effectivement de fusionner ces 2 filières. C'est un exercice un petit peu différent parce que je suis confronté du coup aux aspects un peu plus RH, moi-même étant technique, donc voilà, c'est pour ça que notre activité de gestion des experts est côté RH et côté CTO, parce que bien effectivement on a 2 cultures différentes et même si ce sont des experts dans le domaine spatial, la culture est intrinsèque à leur société Safran et Airbus. Et évidemment, on a parfois quelques cas particuliers à gérer. Notamment, par exemple, sur les approches pour aborder les sujets par nos experts. Un côté, une approche produit qui est liée à la culture Safran et une approche plus système qui est liée à la culture Airbus. Donc, en termes d'organisation, donc je vous ai dit, chez nous, la filière expert, elle marche sur 2 jambes. Elle marche sur une jambe ressources humaines et une autre jambe qui est la ressource, côté direction technique, CTO. Alors, je n'aborderai pas là, faute de temps, l'aspect RH, il sera abordé également par Valérie. Donc là, l'aspect CTO, nous, le CTO, il est responsable de la R&D, de l'innovation, de l'engineering, bien sûr, de la qualité, et il a une petite branche de 25 personnes qui est l'inspection générale. Donc, qu'est-ce que l'inspection générale ? En fait, on est là pour sécuriser les choix techniques. Donc, on a regroupé 25 personnes relativement expérimentées qui sont là en support transverse pour aider les gros programmes à prendre des décisions et voir si elle est cohérente par rapport à l'ensemble de la société. Voilà, donc, on est vraiment... on est appelé très, très régulièrement, et c'est notamment sur ma tâche à moi et le rôle de mes experts et du knowledge management, c'est d'apporter le lien effectivement entre la question d'un manager ou d'un choix technique qui doit être fait ou d'un audit qui doit être mené avec de l'autre côté le réseau expert et le réseau que chaque expert peut avoir. Donc si je reviens sur ma population d'ingénieurs et d'experts au sein d'Ariane Group. Donc c'est 5000 ingénieurs, c'est seulement 200 experts qui sont répartis entre des experts de premier niveau, 150, voilà, 47 seniors experts et à peu près 4 émérites. Il faut savoir que la marche est relativement importante dans la nomination des experts, et plus particulièrement entre experts, seniors, experts, et alors entre seniors et experts émérites, elle est très grande puisqu'elle correspond effectivement à une reconnaissance dans l'entreprise et aussi une reconnaissance à l'international. Voilà. Donc l'ensemble des ingénieurs sont répartis en 16 domaines techniques. Alors c'est chez nous excessivement technique parce qu'on force souvent la physique à ses limites. Donc chaque expert effectivement est dans la R&D, et il y a des projets internationaux. Donc on a le système engineering, la thermique, la structure dynamique, la propulsion, des choses vraiment très très techniques. Et moi-même qui suis technique, parfois j'ai du mal à comprendre ce que me disent mes experts quand on les lance sur certains débats. Voilà. Et donc 16 domaines techniques, et nous avons pour chaque domaine technique 1 ou 2 seniors experts qui sont des référents. C'est-à-dire que si quelqu'un dans la société se pose une question sur un domaine, elle appelle son référent technique. Ou elle m'appelle moi qui met en relation avec le référent technique. Voilà. Et on considère que chez nous, un expert, c'est au minimum, mais vraiment au minimum, 10 ans d'expérience. Jusqu'à 15-20 ans pour un émérite. Donc voilà. Après, sur la gestion de mes experts,
En fait, je pense que c'est pareil chez vous. À un moment donné, dans la carrière des ingénieurs, ils doivent choisir s'ils veulent évoluer dans leur carrière. Ils choisissent soit effectivement la filière management ou la filière expertise technique. Et alors, on a au sein d'Airbus et au sein de Safran également cette double, cette double effectivement, passerelle entre manager et expert, dans le sens de progression de carrière en termes de banding, donc en termes d'évolution. On essaye de maintenir les deux pour continuer à motiver les ingénieurs à rester dans la filière technique. On a vraiment besoin, je vous rappelle, nos ingénieurs, il leur faut 15 ans minimum pour être vraiment opérationnels. Donc on essaie de limiter le turnover pour les garder chez nous. Voilà. Alors, il y a un autre aspect également, c'est est-ce qu'il peut y avoir des managers experts? Ça, c'est une autre question. Alors, en fonction des cultures, alors chez Airbus, nous, ce n'était pas possible. On était soit manager, soit expert. Donc, ou alors on a accepté que certains experts aient jusqu'à une dizaine de personnes. Sinon, effectivement, dans le groupe Safran, on avait des managers experts. Alors aujourd'hui, on gère ces cas-là. Et je suis très content de travailler avec les ressources humaines pour justement gérer au mieux la passerelle entre les deux. Enfin bon, ça c'est vraiment lié à l'implémentation de la filière expert dans une culture d'entreprise. Après, si je me mets moi-même à la place de l'expert, en fait, je pense pendant très longtemps, il est arrivé, je pense que c'est pareil pour l'entreprise, qu'on nomme des personnes experts parce qu'on ne pouvait pas faire trop de promotion pour eux et puis ça les valorisait en fait. Voilà. En fait, chez nous, on a décidé que c'était plus possible. Et en fait, l'expert est une ressource pour l'entreprise. C'est vraiment une ressource. Elle a un rôle transverse dans l'entreprise. Elle a un rôle transverse. Et donc, du coup, il se retrouve face à plusieurs types de managers. Ça a été la question qu'on s'était posée au téléphone il y a quelques jours, en disant, oui, mais expliquez-moi un petit peu, je vais avoir le thème sur les managers, mais quel type de manager? Parce que c'est soit son manager direct, son N+1, c'est comme lui qui, à la fin, lui met son augmentation, il faut bien dire ce qui est. Mais comme il a un rôle transverse, il peut aussi se retrouver face à un manager qui est un directeur technique de programme, et ils doivent effectivement collaborer pour un choix technique. Et de l'autre côté, on a aussi le top management, dans la stratégie de l'entreprise, le décideur stratégique. Et donc, si je me mets à la place du manager, donc si je suis le N+1 de cet expert, il se pose plein de questions, ce manager N+1, il se dit, là, j'ai un expert dans mes équipes, il va me coûter cher, et puis comment je vais le promouvoir, et puis s'il est appelé ailleurs, comment je vais faire pour libérer du temps, et combien ça va me coûter, et plein de choses, voilà. Puis après, il y a le manager plus technique, qui lui se dit, là, je vais faire appel à un manager pour un choix, un expert pour un choix, oh là, il va m'embrouiller les choses, mais moi j'ai besoin d'une décision oui-non, et il va me poser plein de problèmes, et puis en plus je le connais depuis 20 ans, et si jamais il me propose une solution que je ne décide pas de la prendre, qu'est-ce qui va se passer? Donc il se passe plein de questions. Et puis il y a le top management aussi, ça c'est du vécu, je l'ai vu, où un jour, un top manager d'une filiale d'Airbus me dit, alors moi j'appelle pas mes experts, parce que dès que je pose une question, je ne comprends pas la réponse. Je ne fais plus appel à eux, en fait. Voilà. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, on a plusieurs types. Parce que l'expert devient effectivement une ressource, il devient un rôle transverse, et parce qu'il a un rôle transverse, il va rencontrer différents types de managers. Alors là, juste pour dire que le manager, enfin l'expert, effectivement, il faut faire progresser en termes de formation dans le domaine du business. Alors, on a fait un séminaire il y a un an, justement, avec Claire Lozol. Et vous savez, c'est assez classique, on fait une grande plénière où on invite des grands directeurs qui expliquent pourquoi ils ont besoin des experts. Puis après, il y a des différents groupes de travail, l'innovation, la R&D, etc. Et au final, on fait une synthèse. Et on a été relativement surpris que nos experts ne nous demandent pas de R&D, ne nous demandent pas d'innovation. Ils nous ont posé effectivement 2 questions. C'est quelle était la valeur ajoutée dans l'entreprise? Et la deuxième question, c'était l'expert dans la stratégie de l'entreprise. Alors du coup, aujourd'hui, il y a des groupes de travail, une quinzaine de personnes qui bossent depuis 6 mois. Et pour le prochain séminaire, nous aurons les conclusions de ce groupe de travail. Donc ce que je veux dire ici, c'est qu'il faut casser le mythe
Donc l'expert n'est pas forcément quelqu'un qui reste dans son bureau à résoudre des équations complexes. C'est quelqu'un qui est demandeur. Il est vraiment demandeur de se positionner dans l'entreprise sous notre vue. Alors peut-être pas tous, hein, je ne sais pas si ça représente 50% ou 80% de l'ensemble de mes experts. Mais ils sont, bon, il faut prendre ça en considération, et les formations experts qu'on produit effectivement aujourd'hui, eh ben, sont fortement liées c'est l'adaptation d'une formation de management aux experts, donc la communication, etc. La dernière planche. Rapidement, parce que je crois que notre Le temps, une minute. Je vais aller très vite, très très vite. Donc, je ne voudrais pas de solution, mais simplement différents axes sur lesquels on travaille. C'est lié effectivement à la culture et à ce qu'on fait au sein d'un environnement qui est plus industriel. Alors, effectivement, je serais dans la banque ou dans le service, peut-être que ce serait légèrement différent. Toujours maintenir effectivement les ressources humaines dans la boucle. Ça, c'est vraiment un binôme 50-50 et qui est indispensable. Je confirme ce qui était dit par Eva juste avant. Maintenir la promotion et la nomination, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis expert que je ne peux pas progresser dans ma carrière. Il faut aussi les faire progresser parce qu'il ne faut pas non plus qu'ils partent ailleurs. Voilà. Une formation adaptée au management pour les experts et aussi à la gestion des communautés. Un autre axe, c'est qu'on a d'abord mis en place l'organisation des experts, donc la politique expert, les droits et devoirs des experts, des managers, etc., avant de mettre tout outil informatique. Donc on était vraiment dans le réseau des personnes avant de mettre un support informatique derrière. Et notre intranet est vraiment très très léger, si ce n'est de trouver le nom de la bonne personne à la question qu'on se pose. Il s'arrête là. Hiérarchique. Alors effectivement, le maillon faible, c'était effectivement le manager, l'expert et son manager direct. Donc là, on a réécrit dans la politique les droits et devoirs de l'expert et les droits et devoirs de son manager, et on communique beaucoup là-dessus, avec des petites actions très, très ponctuelles. On a redemandé aux managers de réécrire les lettres de mission de leurs experts dans leurs équipes. Voilà. Et le rapport expert qui était chez nous annuel, qui est signé que par l'expert, en fait, aujourd'hui, il est co-signé entre l'expert et son manager. Voilà. Et puis, on a un plan annuel, même sur 18 mois, entre deux séminaires, qui se répartit en deux grands temps forts. Le premier, c'est on invite nos managers top management à réfléchir sur le besoin d'expertise, pas d'experts, mais le besoin d'expertise pour la société sur les 3 à 6 et 10 ans qui viennent, quitte à perdre d'ailleurs de l'expertise. Et voilà. Je vois, je suis pressé. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous. Donc pour notre deuxième intervenant, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Rolland. Nicolas Rolland, c'est un ancien de Copain, au temps où il était chez Danone. Il a rejoint le groupe Engie il y a maintenant un petit peu moins de 2 ans pour prendre la direction, ou un petit peu plus d'1 an, c'est ça, pour prendre la direction de l'université d'entreprise. À toi la parole, Nicolas. Écoute, merci. J'ai pas de slide, à vrai dire. Donc j'étais assez fainéant sur cette affaire-là. Je suis tout d'abord ravi de me retrouver ici. C'est un peu mon école de cœur, Alice, les équipes. Donc effectivement, j'ai travaillé chez Danone, AXA, enfin précédemment Schema, ce qui s'appelait pas encore Schema à l'époque, Danone, AXA et Engie depuis 1 an. C'est intéressant en fait quand tu m'as posé cette question-là, ou Martin, je ne sais plus lequel des deux, est venu vers moi au départ en disant est-ce que ça t'intéresserait pas de parler du manager et de l'expert? Et en fait au début je me suis demandé pourquoi on me posait cette question à moi. D'abord parce que je suis un peu manager, mais pas réellement expert. Et en fait, en parlant avec vous deux, je me suis dit c'est intéressant parce que je viens d'un monde de l'assurance. Alors, je ne sais pas, le monsieur d'Arriva qui parlait de tourner les pages digitales me disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut ouvrir l'expertise à des domaines non techniques? Alors, c'est intéressant parce que si vous allez chez AXA, il n'y a pas de technique dans le sens, il n'y a pas de brevet. 0 brevet. Pour autant, la personne qui demain est responsable de calculer le risque assurantiel du montage d'une centrale nucléaire, celui-là, on peut le considérer comme un expert, même s'il n'est pas technique dans le sens technique production d'un bel objet physique, quel qu'il soit. Et c'est intéressant parce que dans ce monde-là,
le monde de l'assurance en particulier, ou le monde bancaire, qui est un monde de service à 100%, en fait, les gens ne veulent pas devenir manager. On t'entend pas bien, est-ce que tu peux... Ouais. Voilà. Les gens ne veulent pas devenir manager, ils veulent rester experts. Et quand vous m'avez posé cette question-là, j'ai pris en fait ce qui est chez Engie la Bible, la politique des experts et du développement des experts. Et dans la politique du développement des experts, il y a une phrase qui dit, en fait, il faut qu'on travaille sur les experts parce que les experts perçoivent le management comme étant l'ultime récompense en fait, de l'organisation. Et donc, comme quoi, être expert, c'est moins bien que d'être manager. Donc j'ai dit, ok, c'est cool, je vais regarder du coup cette dichotomie qu'on peut regarder. Et en fait, on arrive à comprendre un peu pourquoi aujourd'hui on est dans cette situation-là. Alors, Engie, c'est, d'abord pour vous recaler un peu le contexte, Engie, c'est 155 000 employés, 30 000 managers, 3 000 experts. Donc Engie, c'est un groupe qui fait à peu près 70 milliards de chiffre d'affaires, 70 milliards d'euros de chiffre d'affaires, et qui est en train de vivre une transformation qui est en fait la conjonction de deux activités assez fortes. La première, une conjonction liée à un choix technologique de se dire nous allons vendre une série des assets que nous avons aujourd'hui qui sont une production d'énergie essentiellement carbonée, hein, et du charbon en particulier. Et dans un deuxième cas, un choix qui est un choix assez fort de se dire nous allons en investissant plutôt dans des énergies renouvelables, non pas uniquement baser notre chiffre d'affaires sur la production d'énergie, donc être un monde de commodities, comme on dit en anglais, mais plutôt switcher vers un monde de services. Alors ce monde-là, on le choisit, de se dire on veut plutôt être dans une logique de production d'énergie qui est bon pour la planète et bon pour l'humanité indirectement. Et deux, on le choisit de s'orienter vers du service beaucoup plus que vers la production d'énergie parce que je ne pense pas trahir quelconque bid, enfin quelconque gain d'appel d'offres, hein, parce qu'il y a j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de gens du secteur de l'énergie dans la salle. Il y a moins de 5 ans, on gagnait en fait un appel d'offres dans un des pays majeurs de l'Amérique latine où on vendait le mégawatt à 135 euros, enfin 135 $. Donc le mégawatt, 135 $. Début d'année, on vendait ce même mégawatt en gagnant, en fait. Donc ça, ce 135 euros, c'était avec une belle centrale à charbon. Début d'année 2017, on gagnait dans ce même pays un appel d'offres avec une ferme solaire, avec le coût du mégawatt, le même, hein, c'est le même truc qui arrive à la fin, hein, 37 $. On a gagné dans ce même pays, la semaine dernière, un nouveau bid, 17 $. Donc quand vous dites, vous gagnez auparavant 135, puis près de 40, puis près de 20, c'est-à-dire grosso modo, votre même mégawatt, vous le vendez divisé par 10, enfin pas du jour au lendemain, mais en 5 ans, vous vous dites, bah voilà, ce que je produis aujourd'hui, qui est un asset pour l'entreprise, va devenir demain quelque chose qui tend plutôt vers zéro. Et le prix du gaz, hein, si vous êtes un peu proche du gaz, vous voyez que c'est à peu près la même chose. Donc grosso modo, on est dans un monde dans lequel on se réinvente et dans lequel, en fait, il faut qu'on réinvente aussi la façon dont on gère nos expertises, du coup, qui était la clé de notre valeur ajoutée sur le marché, parce que c'était basé sur nos expertises, nos savoir-faire et donc notre avantage concurrentiel. Donc on a pas mal travaillé sur que faire de notre politique d'expertise, comment approprier finalement cette politique d'expertise à ce nouveau monde auquel nous faisons face aujourd'hui. Et en fait, on a continué à regarder si la politique qu'on avait dit précédemment était intéressante. Et on a regardé en même temps, parce que je reprends le thème de la table ronde, sinon tu vas me taper dessus, on va essayer de travailler aussi sur que fait du management, enfin, que fait le manager dans cette activité-là. Alors, comme vous avez beaucoup parlé des experts, je vais juste vous dire 2 choses sur les experts, et puis après je vous parler beaucoup du manager, parce que je pense que c'est un peu le sujet. Donc, effectivement, je disais, on a 3000 experts chez Engie, on les catégorise en 3 niveaux, hein. Je pense que c'est à peu près pareil, j'ai pu voir chez certains d'entre vous. On a des experts, des key experts et puis des top experts. Donc, grosso modo, ça dépend plutôt de l'influence qu'ils ont sur à la fois notre stratégie, mais aussi sur l'impact international que peuvent avoir ces différents experts. Et en fait, ce sont des expertises qui sont, et là on a changé justement compte tenu de notre activité un peu récente, qui se sont agrandies autour de 10 domaines. Donc on a 7 domaines qui sont plutôt historiques,
des domaines d'expertise assez fortes qui sont liés à notre activité technique. On a un domaine qui est, mine de rien, un domaine qui n'est pas réellement technique, un peu plus technologique, qui est la gestion en fait, des prix de l'énergie, la façon dont on achète en fait, l'énergie aujourd'hui à différents marchés et à différents pays producteurs d'énergie. Et on a deux nouvelles zones d'expertise qui sont le digital, parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on a de plus en plus de notions d'expertise en digital. Tout à l'heure, je ne me rappelle plus qui posait la question de la rétention et de l'attraction finalement des talents d'experts, enfin comment on garde nos experts et comment on les attire. Aujourd'hui, quand vous parlez à des gens du digital ou ce fameux métier de rêve dont tout le monde parle, du data scientist, ça reste quand même... c'est sûr que si vous parlez à des gens de la R&D, d'Engie, du data scientist comme étant un expert, il va vous regarder bizarrement, parce que je ne pense pas que ce soit quelqu'un que pour lui, il considère comme étant un expert dans sa définition de l'expertise. Et alors encore pire, on a des experts aujourd'hui du service. Effectivement, quand on vend à certaines villes des activités de public lighting, comment aujourd'hui on est capable d'éclairer les rues, comment on est capable de faire en sorte que les feux rouges facilitent ou les feux, enfin la circulation soit facilitée, donc le flux de circulation soit facilité par le système de feux rouges, c'est une expertise. Pourquoi c'est une expertise? Parce que c'est une expertise qui, pour nous rapporte en fait du business. Et si on lie l'expertise au business, c'est quand même l'une des clés en fait de tout ce qui est population, enfin tout ce qui est management et gestion de cette politique des experts. Donc, on a travaillé, et ça c'est en lien avec le manager, on a travaillé beaucoup sur comment identifier des experts. Comment, dans vos équipes, identifier des experts. Et ça, en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, notamment dans nos formations, on a 2 cycles de formation qui sont First Time Manager, donc devenir pour la première fois manager, et Manager de Manager. C'est des formations assez basiques aujourd'hui. Dès que vous devenez manager chez Engie ou dès que vous devenez manager de manager, vous pouvez suivre. Et en fait, dans ces formations-là, on vous explique quels sont les différents critères que vous pouvez prendre en compte, voire quelles sont les grilles que vous pouvez mettre en avant pour identifier des talents. Et dans cette politique de talent, on inclut aujourd'hui les experts. Donc c'est intéressant en termes de gestion de la carrière de s'apercevoir qu'en fait, ce qui a été décidé de faire chez Engie, c'était plutôt de se dire on a une politique globale pour les talents, qu'ils soient haut potentiel et qu'ils soient experts, et on applique en fait la même politique à l'ensemble de cette catégorie-là, en sachant seulement qu'on a des grilles d'analyse qui sont un peu différentes pour identifier de l'expertise que pour identifier des hauts potentiels. On a mis en place aussi beaucoup de travail sur le développement en fait, des experts. Donc on a quelques formations qui sont dédiées, et Valérie pourra en parler tout à l'heure si tu le souhaites, donc qui sont dédiées en fait, à nos experts, et notamment comment transformer cette expertise en business. Et on a de plus en plus aujourd'hui de formations qui sont des formations liées à la prise de parole en public, qui sont des formations qui sont liées à la mise en situation en fait, de ces expertises, et sur aussi pas mal sur la capacité que vous avez à travailler en collaboration et à faire en sorte que cette collaboration puisse être bénéfique pour vous en tant qu'expert et pour vos collègues qui sont plutôt dans le business développement. Mais en fait, ce qu'on cherche de plus en plus en faire, et ça c'est notamment depuis cette année, c'est de faire en sorte de ne plus clusteriser. C'est ne plus être en capacité de se dire, enfin c'est pas capacité, c'est de ne plus se dire on a des experts, on va faire des formations aux experts, on a des hauts potentiels, on va faire des formations aux potentiels, on a des managers, on va faire des formations aux managers. Alors évidemment, s'il y a un peu de zone d'expertise qui est liée à votre job, on va le faire, mais la plupart du temps, ce qu'on va faire, c'est de plus en plus mixer en fait, ces populations de façon à justement permettre une meilleure harmonie dans leur activité. Et ce qu'on regarde aussi beaucoup, c'est les positions, donc les différents types de positionnement de l'expertise. Et ça, c'est un des sujets aujourd'hui qui nous préoccupe beaucoup, c'est de se dire, ne gardons pas l'expertise dans un centre de R&D, faisons en sorte que les experts, dans leur carrière, arrivent, à avoir, et ça recoupe un peu la question que vous disiez tout à l'heure, excusez-moi, c'est vous sur Ariane, c'est-à-dire on arrive de plus en plus à avoir des managers, des experts qui vont tenir des rôles de manager dans leur carrière, donc on fait en sorte que dans leur carrière, dans leur développement de carrière, ils tiennent des rôles de manager, ils ne travaillent pas uniquement sur la R&D, mais sur des projets business. Et de plus en plus, même, on fait en sorte de leur donner l'opportunité de pouvoir aller travailler dans des business units, c'est-à-dire en opérationnel,
Et ça, en fait, en leur disant, le step que vous êtes en train de faire dans votre carrière n'est pas nécessairement un step qui va être définitif. Vous gardez votre label, entre guillemets, d'expert, et vous êtes en capacité, dans votre carrière, de pouvoir aller prendre des positions qui sont des positions de manager, d'opérationnel et de gestion de projet. Et ça, notre structure, et d'ailleurs, en termes d'organisation, est en train pas mal d'évoluer. On a une structure aujourd'hui où on essaye d'ailleurs de mixer en fait ces populations d'experts. On a un centre de R&D, on a des centres de R&D dans les différentes géographies. On vient de créer en fait une entité qui s'appelle NGFab, dans laquelle en fait on est plutôt sur des technologies à long terme sur lesquelles en fait on n'est pas nécessairement en maîtrise totale de quelle va être la technologie de demain matin, et donc du coup on travaille sur plutôt une sorte d'incubateur de start-up en devenir interne. Et un troisième sujet qui est plutôt une approche transversale, qui est justement des key projets. J'ai terminé. Des key projets qui sont dans lesquels en fait finalement on va mettre des experts qui vont avoir à travailler beaucoup plus sur du business development que sur du développement de la technologie à proprement parler, et donc du coup d'être dans ces capacités-là. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. J'appelle maintenant donc Valérie Blanchot-Courtois. Valérie va compléter ses interventions avec la dimension humaine qu'on a peut-être un petit peu oubliée ce matin, parce que finalement c'est des hommes et des femmes qui sont derrière tout ça. Et pour imager son propos, elle va s'appuyer sur son parcours professionnel, parce qu'elle a démarré en tant qu'expert puis manager d'experts pour ensuite fonder son entreprise Human Venture, et donc aujourd'hui elle coach des experts. Voilà, Valérie, c'est à toi. Merci beaucoup Alain. Alors déjà merci de m'avoir invité, parce que le sujet qu'on traite aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne, et pas seulement depuis hier matin, mais depuis toute petite déjà. Alors je crois qu'on a quand même en fait, alors je ne sais pas si je suis grande aujourd'hui, mais je crois qu'on a quand même beaucoup parlé de l'humain jusqu'à maintenant. Je pense que d'ailleurs on n'a parlé que de ça, mais simplement avec des angles d'attaque différents. Donc peut-être que je vais rajouter moi-même une couche un peu différente par rapport à mon expérience. Alors effectivement, donc quand j'étais jeune, j'ai commencé par être ingénieur, et je suis également docteur, et je suis rentrée chez Engie à l'époque au centre de R&D. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, tout de suite, on comprend, quand on rentrait dans ces groupes-là à cette époque, que la voie privilégiée, c'était pas la voie de l'expertise. Tout de suite, sans avoir fait beaucoup d'études, on comprenait tout de suite que si vous vouliez aller assez vite, je ne sais où d'ailleurs, vous aviez intérêt à plutôt privilégier la voie du management que la voie de l'expertise, et c'était quand même relativement dommage. C'est pour ça que j'ai intitulé un des premiers items de ce que je voulais aborder aujourd'hui, enfin des politiques de valorisation des experts techniques dans les grandes entreprises, parce que franchement, je trouve qu'il y a eu à une certaine époque un petit peu, alors le gâchis est un mot un peu fort, mais quand même quoi, le fait que des personnes qui sont passionnées de technique, passionnées de technologie à l'époque, donc je parle il y a 25 ans, je ne parle pas d'hier matin, c'est comme il y a longtemps, mais je pense qu'il y a des gens dans la salle qui comprennent ce que je dis, qui l'ont vécu aussi, être obligé finalement d'aller vers des voies de management, alors c'est pas vraiment son truc, et de ne pas pouvoir approfondir son expertise, à cette époque-là, c'était dommage. Je crois qu'aujourd'hui c'est fini. Puisque vous le démontrez tous avec les politiques que vous avez mises en place. Alors c'est fini, mais j'espère que ça va durer, parce que mon expérience aussi montre qu'on est tout le temps dans les grandes entreprises sur des vagues. Donc ça monte, tout le monde en parle, tout le monde est valorisé, et puis après ça redescend pour plein de bonnes raisons, qui est notamment, souvent ces politiques sont montées alors, à la force du poignet, par des personnes qui y croient, qui incarnent, parce qu'on ne peut pas monter une politique expert sans incarner, il me semble, ce que c'est qu'un expert et son parcours. Donc vous avez des personnes qui se battent pour monter ces politiques, qui arrivent, alors sachant que ça prend un temps fou avant d'être diffusé jusqu'à l'expert perdu je ne sais où, au fin fond à Singapour, ou je ne sais où, parce que l'expert lui-même, avant de faire en sorte que la politique, il y croit, il a besoin de preuves tangibles. Et ce que j'ai pu voir dans les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est que tant qu'on n'a pas des signes tangibles, ils n'y croient pas trop, parce qu'ils ont l'habitude des vagues. Ah oui, ils nous ont monté ça dans le siège, mais on va voir ce que ça donne. Donc tout ça pour dire que ces politiques mettent du temps à être mises en place, elles mettent du temps à être implémentées, et que parfois elles ont du mal à survivre à aux multiples
réorganisation que vous avez à mettre en place dans les grandes entreprises. Je crois que ça a été cité plusieurs fois par plusieurs d'entre vous. Hein. Réorganisation permanente aujourd'hui. Les personnes qui montent les politiques sont mutées. C'est normal. Et donc après, on se pose la question, est-ce que ça va continuer ou pas? Avec des experts qui finissent par y croire et puis qui finalement se rendent compte que c'était pas si vrai qu'ils le pensaient. Voilà. Et donc avec le risque que ça redescende, et c'est vraiment dommage. Voilà, alors donc c'est bien, continuer. Alors je voulais juste faire passer le message pour tous ceux qui portent les politiques, continuez à vous battre, ne lâchez pas, parce que c'est vraiment fondamental. Ces politiques d'experts sont d'autant plus essentielles aujourd'hui que l'on est dans un monde en pleine transformation, avec la technologie finalement comme enabler, comme disrupteur. Hein, plusieurs fois des termes de technologie ont été employés aujourd'hui. On a parlé d'intelligence artificielle, on peut parler de digital, on peut parler de data, on a parlé de drone, on parle de toutes ces technologies-là qui finalement peuvent disrupter, changer les business models. Et je pense que les politiques experts qui sont montées aujourd'hui permettent de rendre ça possible et de l'accélérer. Alors, donc ça c'était le contexte. Alors ces politiques d'experts aussi servent, à mon sens, alors peut-être à valoriser la marque employeur, oui, sans doute, pour aider à recruter mieux, notamment des jeunes qui ont envie, donc qui sortent d'écoles d'ingénieurs ou qui ont des formations universitaires, qui ont vraiment envie d'utiliser leur expertise. Ça sert aussi beaucoup, et ça a déjà été mentionné, à fidéliser les experts de manière à ce qu'ils ne partent pas, car c'est vrai que cette population, pour en tout cas moi ce que j'en vois, peut être très très courtisée et peut avoir tendance à aller voir ailleurs si c'est pas mieux, sans forcément que ça soit pourtant mieux, mais en tout cas ils le font, et ça peut être très dommageable à l'entreprise qui a mis en place la politique. Oui, si on parlait des humains derrière tout ça, pardon. En fait, moi, il me semble qu'aujourd'hui, les politiques experts que vous pouvez monter, à partir du moment où elles sont bien raccrochées à la stratégie de l'entreprise, ça devient vraiment un outil massif permettant de vous aider à vous transformer, parce que tous les grands groupes sont tous en train de se transformer parce que challenger sur leur business model. Et finalement, les politiques experts, parmi tant d'autres, sont des outils qui sont assez puissants. Et moi, je vais vous expliquer ce que je fais pour justement essayer de faire émerger des nouveaux relais de croissance sur des nouveaux modèles de business models qui ne sont pas encore totalement sûrs. Et ça fait l'objet de formations là, que tu as cité, Nicolas, From Expertise to Business, que je vais expliquer dans un instant et que je monte avec Schema. Alors, les experts représentent un capital humain que moi je considère comme puissant, mais parfois invisible en fait, parce que comme tout capital humain, ça se voit pas. Simplement, c'est des hommes et des femmes qui se battent parce qu'ils y croient et souvent qu'on n'écoute pas suffisamment. Et donc, la formation, c'est un levier essentiel. Donc, je vais axer le reste une grande partie de mon intervention là-dessus, sachant qu'après il y a deux interpellations que je voudrais aborder, qui est où sont les femmes? Je ne parle pas dans la salle parce que je suis vraiment heureuse de voir que dans cette salle, on doit être à peu près à 55 ans, si ce n'est plus. Mais dans les experts, dans les politiques experts, et quid des jeunes, qui sont deux questions qui m'interpellent. Alors, au niveau de la formation, en fait, j'ai été sollicitée il y a une dizaine d'années par Engie et puis ensuite par d'autres entreprises pour monter des formations justement pour essayer de faire monter en puissance les experts sur une des lacunes entre guillemets qui avait été identifiée, qui était de leur apprendre à parler business. Alors c'est Jean-Philippe tout à l'heure qui a dit que voilà, souvent quand on parle à un expert, même quand on connaît bien le sujet, parfois on ne comprend pas ce qu'il dit et surtout ça dure longtemps. C'est-à-dire qu'il vous l'explique longtemps et on ne peut pas le couper. Je ne sais pas si vous avez vécu ces expériences-là, parce qu'ils sont tellement passionnés, puis c'est intéressant, sur le fond, il n'y a pas de problème, mais on se dit, où est-ce qu'ils m'amènent, voilà. Et donc, les NJ est venu me voir à cette époque en me disant, écoute, nous, on aimerait bien que nos experts soient plus câblés business, c'est-à-dire réfléchir l'expertise qu'ils portent aujourd'hui, en quoi ça peut être des relais de croissance pour le groupe en pleine transformation. Et puis aussi, ce qui serait bien, c'est qu'ils puissent communiquer un petit peu différemment, de manière un peu plus synthétique, un peu plus punchy, parce que les dirigeants, là, ils comprennent pas ce qu'ils disent, quoi. Mais ils ont bien conscience que ce qu'ils disent, c'est important, mais ils n'arrivent pas à comment utiliser ça pour prendre des décisions. Et donc, c'est comme ça que cette formation qu'on a montée avec Schema, qui s'appelle E2B, a été mise en place.
Alors c'est un cursus, je vous donne juste le parcours rapidement, c'est un cursus à peu près sur 3-4 mois, où on les prend par paquet de 16, donc ils sont identifiés par la voie RH et ensuite par les managers de proximité qui les envoient à ces formations, donc qui doivent avoir une vraie valeur, puisque sinon les managers n'envoient pas pendant une semaine, le cursus dure 4 mois, mais il y a une semaine entière de formation, donc c'est quand même un engagement en temps important, hein, d'où l'importance de démontrer la valeur de type de formation. Et alors, donc, une fois qu'on a identifié les 16, il y a une première phase où moi, je les ai en entretien individuel par téléphone pendant 1 heure pour leur expliquer ce qui va leur arriver, de manière à ce que je n'ai personne qui soit surpris en plein milieu et qui quitte le navire. Ensuite, on a un kick-off d'une demi-journée qui a lieu au siège de l'entreprise qui fait ce genre de formation, où en fait, alors ce qui se passe, c'est qu'on demande aux experts tous de porter, de présenter et de pitcher un relais de croissance potentiel sur la base de leur expertise pour le groupe. Donc les 16 pendant le kick-off, pitch pendant 7 minutes, un relais de croissance potentiel. Et alors c'est là où on voit qu'on a affaire à des experts, c'est-à-dire que très souvent, donc ils ont 7 minutes pour présenter leur idée, mais souvent on ne comprend rien. Mais comme ils sont experts entre eux, ils se comprennent. C'est tout l'intérêt. Sauf que nous, en tant qu'accompagnateurs, on ne comprend rien, mais c'est pas grave, parce qu'on a l'habitude, et on saisit quand même la scientifique moelle. Alors, on a donc 16 idées de relais de croissance qui sont présentées de manière basique, on va dire. Ensuite, les experts entre eux votent et en retiennent 4. Et ensuite, c'est les 4 idées qui sont par la suite transformées en business model pendant la suite de la formation. Qui est la phase 3 que l'on fait dans les locaux de Schema à Sophia Antipolis, au milieu de la Technopole, au milieu des startups. Donc là, on les met en mode startup. On leur dit, voilà, il y a 4 équipes qui portent 4 relais de croissance et vous avez 1 semaine pour monter une offre avec un business model, en sachant à qui vous allez le vendre, en étant capable de pitcher et puis en mettant en place tout le business plan qui va avec. Et donc, le 5e jour, tout l'intérêt de ce type de formation, c'est que vous avez des dirigeants qui viennent écouter le résultat. Donc vous avez des patrons de business unit, des directeurs techniques, et puis également, en général, il y a également un top expert, donc un expert qui est devenu dirigeant, qui viennent écouter le résultat. Et après, on fait la phase 4, qui est un débriefing 1 mois après sur ce que vous avez appris. Voilà. Donc ce type de formation, ça sert à apprendre aux experts à parler business, donc avec tous les outils qui vont bien, de comment j'élabore une offre, comment j'élabore une proposition de valeur, comment j'élabore un business model, comment j'élabore un business plan, et surtout comment je pitch en 1 minute 30 mon business, donc de manière convaincante, de manière à ce qu'un manager, un dirigeant ait envie derrière de donner suite, éventuellement de financer. Ça a comme intérêt également de mélanger les populations d'experts qui viennent du monde entier, parce que c'est le cas avec Engie, on a des gens qui viennent de partout, et donc du coup de créer une culture transverse de manière à faire en sorte de créer encore plus de valeur. Donc ça, ils adorent ça, donc ils adorent finalement pouvoir rencontrer des experts dans des domaines différents, parce que vous avez des communautés de pratique, mais tout le monde parle des mêmes sujets dans les communautés de pratique. Là, l'intérêt, c'est que vous avez des experts qui sont dans des domaines très différents et qui, finalement, se découvrent des passions communes. Et puis, donc, ce type de formation permet aussi, donc, derrière, de créer de la valeur business avec des relais de croissance qui peuvent être ensuite accompagnés, notamment par rapport à ce qu'avait dit Nicolas tout à l'heure, si je parle chez Engie, par le programme incubation qui a été mis en place. Et on a des très belles histoires à raconter. J'en aurais plein, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Rapidement, moi j'ai l'habitude de transformer ce que je fais en mots. Alors mots, pas M-A-U-X, mais mots M-O-T-S. Là, ce que vous voyez, c'est en fait, je demande à chaque expert qui rentre dans le programme si vous aviez 3 mots pour définir c'est quoi un expert technique. Quels seraient ces 3 mots? Donc là, vous voyez sur les deux entreprises avec lesquelles j'ai travaillé sur ces formations, qui sont en haut Engie et en bas SBM Offshore. Vous voyez ce qui émerge avec les 150 personnes qui ont été formées à ce jour. Donc on voit qu'il y a quand même une vraie convergence, donc knowledge, expertise, synthèse, curiosité, compétence, sharing, open-minded, analysis. Et vous voyez ce qui est intéressant, c'est que sur les 2 entreprises, on a à peu près les mêmes mots qui reviennent en premier. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils retiennent de leur apprentissage? Donc là, c'est ce que vous avez, le nuage de mots au-dessus. Ils apprennent à travailler en équipe. Pour eux, c'est très fort, parce qu'ils ne se connaissaient pas avant. Sur les sujets qu'ils ne connaissent pas bien, mais ils apprennent à travailler en équipe très vite. Ils apprennent à pitcher, donc avoir ce discours court, punchy et convaincant qui permet d'aller plus loin et de faire prendre des décisions.
Bon, il y a le côté challenge, le côté business, le côté communication. Il y a le côté fun aussi. Alors ça, c'est très important. Hein, donc toujours dans une logique positive. Et puis également, il y a le côté écoute que vous pouvez voir. Et puis en bas, je leur demande donc comment ils décrivent l'attitude business. Donc avec un certain nombre de mots qui font également émerger. Bon, ça, c'était quelques verbatims que j'avais extraits, des centaines de verbatims que j'ai pu récupérer. Ils apprennent à simplifier le message, ils apprennent à se mettre à la place du client. Alors ça, c'est un truc fondamental hein, aussi pour les experts qui ont tendance à faire l'inverse, hein, puisqu'ils pushent, ils partent de l'expertise et après, ils pushent. Là, on leur demande de faire exactement l'inverse, c'est-à-dire se mettre dans la peau du client et d'adapter leur communication. Alors, le client peut être interne, hein, ça peut être le dirigeant, ça peut être son manager, et à parler différemment. Et puis voilà. Alors, je reviens, puisque le temps est quasiment passé, mais pas encore, sur mes deux questions sur lesquelles je voulais terminer. Où sont les femmes? Alors, je fais semblant de m'insurger. Hein. Oh là là, où sont les femmes? Nous sommes en 2017. Comment se fait-il que nous ayons si peu de femmes dans ces politiques experts? Bon, ok, hein, on connaît tous la réponse. Hein, tout vient de avant. Bien évidemment, les experts, c'est pas la génération spontanée. Hein. On a vu que les experts, ils ont 40 ans. Ça monte, oui, ça monte, mais il ne faudrait pas que ça redescende. Hein. C'est juste le baromètre. Bon, ils ont 40 et quelques là, dans les programmes que j'anime. On ne va pas les générer comme ça. Pouf, un expert qui arrive, une femme, 40 ans, absolument exceptionnelle. Non, hein, ça vient de bien avant. On sait bien qu'il n'y a pas assez de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Et puis on sait bien que les femmes disparaissent au moment de la maternité. Hein, donc je ne vais pas vous la refaire. OK. Donc c'est normal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? J'en sais rien, mais j'insiste quand même sur l'importance. Enfin, j'ai des idées, mais ce n'est pas le sujet. J'insiste sur cette importance. Peut-être dans la salle, y a-t-il des entreprises dans le domaine des sciences de la vie? Parce que normalement, c'est l'inverse. Je ne sais pas s'il y a des entreprises Sanofi ou autres. Normalement, ça devrait être l'inverse. Vous, c'est où sont les hommes? Alors, je ne sais pas si on peut marier les entreprises, faire des merges, etc. Et quid des jeunes? Qu'est-ce qu'on fait des jeunes? Parce que c'est vrai qu'un expert a quand même un certain, ça a été dit, 10 ans d'expérience. Alors, ce que j'ai pu voir dans les entreprises avec lesquelles je travaille, c'est qu'au niveau des formations, justement, on ne met pas forcément que des key experts qui ont été adoubés, etc., mais on met aussi des jeunes. Alors, ça permet à la fois d'avoir une dynamique de mélange entre les anciens et les jeunes. Et donc, finalement, il y a ce côté un peu mentoring, hein, parce qu'il y a une vraie admiration que les jeunes, que j'ai pu constater que les jeunes ont vis-à-vis des experts qui sont reconnus de l'entreprise. Donc quand on les met ensemble dans les mêmes formations, ben, c'est un vrai intérêt de mentoring des uns et des autres. Et puis également, les jeunes portent des expertises, je crois que ça a été dit plusieurs fois, qui sont nouvelles. Hein, tout ce qui est digital, tout ce qui est data scientist, tous ces trucs-là. En règle générale, dans les entreprises un peu matures, vous n'avez pas des experts de 40 ans qui ont cette expertise-là, parce que ça n'existait pas à l'époque. Enfin, en tout cas, pas comme ça, même si l'intelligence artificielle, ça revient. Et donc, du coup, prendre des jeunes permet aussi d'injecter des nouvelles expertises à l'intérieur de l'entreprise, tout en gardant le côté humain. J'ai fini, non? Oui. Eh bien, alors continuez. Voilà. Donc avant de donner la parole à la salle, je vous propose de vous relancer sur 2-3 petites questions. Jean-Philippe, je vais démarrer par vous. On a beaucoup parlé des experts, mais ce serait intéressant de prolonger la question sur finalement l'expertise et l'animation de l'expertise, et en particulier comment aller sur de nouvelles expertises dont les entreprises ont besoin. Est-ce que vous pourriez développer ce point-là? Oui, effectivement. Donc, ce que je n'ai pas abordé ici, c'était qu'on essaye d'étendre l'expertise sur d'autres métiers au sein d'Ariane Group. Par contre, c'est difficile à mener. Donc, quand je parle d'autres métiers, ça peut être la finance, ça peut être les aspects juridiques, par exemple, ou liés au contrat, voilà, la propriété intellectuelle. C'est difficile à mener. Donc aujourd'hui, en fait, je vous ai dit, il y a 2 temps forts au sein de la politique expert. C'est un premier temps qui est en début d'année, qui sont nos besoins d'expertise pour la société. Donc l'idée, c'est de montrer à nos top management qu'on a des expertises en interne et qu'on souhaite les faire évoluer dans le temps. Donc on précise bien que c'est besoin d'expertise et pas d'experts.
quand on fait nos demandes, on dit souvent, j'ai déjà eu plusieurs fois, ah mais monsieur machin va partir, il faut le remplacer. Je dis non, attendez, c'est pas ça, c'est un besoin d'expertise. Quels sont nos besoins d'expertise stratégique pour l'entreprise? C'est-à-dire si demain on veut acquérir une société, qu'on le sache tout de suite et qu'on peut peut-être préparer déjà en interne pour ça avec une vision très long terme. Et donc, par contre, effectivement, on est focalisé sur l'engineering et le domaine technique. On a du mal à étendre à d'autres disciplines. Ok, merci beaucoup. Nicolas, la question, c'est par rapport à la relation au temps. Parce qu'en fait, on l'a évoqué à plusieurs reprises ce matin, construire un expert, faire en sorte qu'il atteigne un niveau de maturité suffisant pour s'exprimer dans son domaine, c'est assez long. Puis on travaille dans nos entreprises sur des objets qui ont des durées de vie assez importantes. Et puis à l'inverse, on a des entreprises qui se transforment, je l'ai évoqué tout à l'heure, qui veulent aller vite, qui veulent être agiles. Comment on peut concilier finalement ces deux dimensions dans l'entreprise qui sont peut-être un peu contradictoires? Je ne suis pas sûr d'avoir une réponse... je ne suis pas sûr d'avoir la vérité dans la réponse. En fait, je pense que ce qui est important, c'est quand tu construis une expertise sur des expertises qui demandent ou qui nécessitent en fait de la durée, comme tu dis, et notamment certaines des expertises, si on prend Engie, historique à Engie, dans les technologies ou les techniques qui étaient les siennes précédemment, c'est sûr que ce qui est fondamental, c'est de faire comprendre en fait aux décideurs le temps que ça va prendre. C'est un peu, je ne me rappelle plus qui disait, il faut donner du temps sans que ça soit du temps nécessairement à ne rien faire, mais parce qu'il faut comprendre que la connaissance ou l'expertise prend du temps finalement à se construire. Ce qui est important, c'est qu'on s'assure dans ces cas-là aussi que cette expertise se nourrit et vit, que c'est pas nécessairement une vision statique en fait de l'expertise, et qu'on s'assure en fait de garder en fait une dynamique assez importante. Quand on traite du knowledge management, on parle souvent finalement de plus en plus de cette approche dynamique en fait du knowledge management, et là je pense que c'est exactement cette logique-là. Et en contrepartie, il y a quand même des expertises dans lesquelles aujourd'hui, et celles notamment qui ne nécessitent pas de production ou celles qui ne nécessitent pas autant de R&D, comme on parlait tout à l'heure, et on parle du digital en particulier, où on voit bien que c'est des temps qui ne s'associent pas. Alors si demain tu te dis j'associe, je fais ce qui est en train d'être l'avenir, et Schneider est parmi les pionniers dans cette aventure-là de l'industrie 4.0, ou de la smart industrie, on y met tous les adjectifs que l'on veut, qui est le mix entre l'art industriel, l'objet connecté et le big data. C'est sûr que quand tu parles à ces trois experts-là, celui qui construit l'objet, celui qui construit la machine et celui qui fait la data, ils ne sont pas du tout dans des cycles de temps qui sont les mêmes. Donc la problématique dans laquelle on se fait face aujourd'hui, c'est moins maintenant celle de comment j'investis et comment je fais en sorte que l'expertise que je construise prenne du temps à le faire, mais plus comment j'arrive à marier des expertises qui vont permettre en fait un avantage concurrentiel ou qui vont permettre une performance bien meilleure pour l'entreprise, alors que ces expertises-là, alors que ces experts-là ne parlent pas du tout le même langage en termes de temps. Merci. Valérie, tu as développé effectivement tout ce que tu peux faire pour développer donc les experts, et notamment dans leur dimension business. Si tu devais monter un programme pour les managers, on a vu que il y a trois types de managers. Il y a les managers de proximité, le middle management et le top management. Ce serait quoi les grands axes de travail qu'il faudrait mettre en œuvre? Je ne sais pas si je sais répondre d'abord, parce que c'est un vrai sujet, parce que les managers, tu parles des managers d'experts. Oui, bien sûr, non, parce que dans le cadre de la politique d'experts. Non, mais les sûr, programmes de management, enfin, je veux dire, il y en a. Ouais. Business School, d'ailleurs, a un très bon catalogue, Executive Education. Ouais, non, on est bien d'accord que c'était dans le cadre de la politique voilà, expert. Dans le cadre de la politique expert. Moi, l'habitude que j'ai dans ce genre de choses, c'est que, en fait, déjà, dans la formation dont on a parlé, là, l'intérêt, c'est qu'on fait venir les managers, certains managers, à la fin pour en fait, ils sont dans un jury, et ils jugent des business plans. Donc, rien que ça les forme.
juste sur une demi-journée, le fait d'être dans un jury où ils jugent le business plan sans avoir eu de documents avant, sur de l'innovation, rien que ça les forme, ils le disent eux-mêmes, hein, à raisonner un petit peu différemment. Après, l'habitude que j'ai également, c'est de temps en temps, c'est d'injecter quelques managers dans les formations, dans la formation avec des experts, de manière à ce qu'ils puissent comprendre un petit peu ce qui se passe. Voilà. Donc moi, je suis plus pour ce genre d'approche, alors qui sont peut-être pas massives, hein, mais qui permettent petit pas par petit pas de former et de faire monter en puissance. Alors après, on peut bien évidemment imaginer des programmes donc un peu plus massifs, mais je dirais que ça dépend aussi de la culture de l'entreprise, et donc il faut quand même au départ savoir quelles sont les problématiques pour pouvoir monter une formation derrière. Merci. Jean-Philippe, Nicolas, vous pouvez rebondir hein, sur cette question si vous le souhaitez. Je sais que Jean-Philippe, vous aviez identifié que le middle management, c'était probablement là qu'il y avait le plus gros travail à mener. Oui, effectivement. Donc, quand je rencontre les responsables directs hein, des experts, ils se posent beaucoup de questions sur comment ils doivent les gérer, parce que souvent, ils ont une équipe de 10, 15, 20 personnes, et ils ont un profil un peu atypique avec eux, qui se passionne, qui va aller plus loin que ce que les autres souhaitent. Et puis après, il y a une notion de temps de disponibilité. J'ai des questions un peu existentielles sur qui finance. Aujourd'hui, un expert, on lui donne 10% de son temps pour avoir un rôle transverse. Un senior expert, c'est autour de 15%. Et un émérite, ça peut aller jusqu'à 50% de son temps pour l'entreprise. Souvent, notamment, je rencontre plus peut-être le problème en Allemagne, où on me dit, si tu n'as pas de budget, l'expert ne travaille pas pour toi. Il travaille pour mon projet. Alors, on met de plus en plus la pression sur ces managers de proximité, sur des coûts, des délais, et après on leur prend du personnel. Donc c'est parfois un petit peu incompatible. Donc il faut souvent prévoir un budget pour ça. Oui. Merci beaucoup. Je propose de donner la parole à la salle. Y a-t-il des questions dans la salle? Martin, Merci beaucoup. La question porte sur la formation, parce que ce qu'on a dit ce matin dans la première table ronde, ça m'a marqué, c'est finalement le double rôle de l'expert. Le premier rôle, c'est effectivement de transmettre son savoir, d'assurer la continuité de la connaissance dans une entreprise sur le long terme. Et puis le deuxième, c'était le soutien à l'innovation. Et Valérie, dans ce que tu as présenté, c'est centré quand même sur le soutien à l'innovation. C'est savoir communiquer un projet, savoir vendre un projet au management. Et je me demandais ce qu'il y avait aussi bien chez Nicolas que chez Valérie, une formation destinée beaucoup plus à aider les experts à transmettre, à faire du mentorat, à écrire, à gérer un temps très bref pour faire une présentation en 10 minutes, enfin ce genre de choses. On a ce genre de problème chez nous relativement fréquemment. Alors, il y a d'abord plusieurs choses. Un, c'est vrai je ne l'ai pas abordé parce que ce n'était pas tout à fait le cadre de l'intervention, mais on a un premier sujet, c'est-à-dire c'est pas très joli. On prend en compte en fait les expertises de nos experts et on les utilise, ces expertises, de plus en plus dans nos programmes de formation. C'est-à-dire que c'est une chose sur laquelle il y avait une dérive à se dire prenons l'expertise à l'extérieur, alors que finalement l'expertise elle est aussi dans l'entreprise, ce qui peut poser en fait la question de se dire qui finance l'expert pendant qu'il vient en formation. Bon, ça à la limite je m'arrange et c'est moi qui paye, mais c'est vrai que sur le fond, non, mais, ce qui est logique parce que derrière je me fais repayer, donc voilà. Mais sur le fond c'est important parce que c'est vrai que c'est une sorte de valorisation aussi quand vous travaillez sur des sujets. Enfin, moi j'ai un programme qui est assez basique qui s'appelle Comprendre la transition énergétique ou la révolution énergétique. C'est sûr que si je ne fais pas faire cette expertise, ces formations-là par des experts en fait d'Engie, je manque quelque chose, soit dans la reconnaissance, soit dans le transfert, soit dans le développement finalement de nos experts. Alors c'est sûr qu'on peut aller trouver des gens qui sont très bons à l'extérieur pour le faire, mais autant faire avec l'interne. Le deuxième point, c'est de se dire, donc dans ces cadres-là, ça c'est la première des choses. Maintenant, en fait, on a une politique à l'université qui est assez simple, c'est que tout expert, qu'il soit, alors avec mon mot de vocabulaire à moi expert, donc qu'il soit reconnu comme expert par le groupe ou pas, il a deux formations qui lui soient proposées. Il a une première formation qui est une sorte de formation au TED Talk. Donc être capable de pouvoir présenter devant un large public en 20 minutes en fait ton expertise,
basiques, mais ça peut être des gens qui sont des dirigeants comme des gens qui sont des jeunes experts qui sortent d'écoles, d'ingénieurs pour la plupart. Et le deuxième chose, c'est plutôt effectivement un peu, comme le disait tout à l'heure Valérie, sur ce qu'on appelle executive communication, qui est plutôt de se dire, si demain tu dois aller vendre ton projet à un board où il y a 10 personnes en face de toi et que tu as 30 secondes pour convaincre de mettre 10 millions d'euros sur ton sujet, comment tu dois t'exprimer, quelles sont les presses que tu dois faire, etc. etc. Donc on apprend finalement sur la partie présentation, ce qui ne facilite pas nécessairement le transfert, hein, mais au moins ce qui facilite le transfert, c'est-à-dire qu'il y a un catalyseur au transfert de connaissances. Et après, on travaille de plus en plus aussi sur comment, dans le cadre des communautés de pratique qui sont mises en place, alors qui ne sont pas par l'université, mais qui sont mises en place dans l'entreprise, comment finalement, quand tu es expert, tu peux présenter tes recherches, comment d'une manière vulgarisée, en quelque sorte, qu'elles soient accessibles par le plus grand nombre, sans que pour autant ça devienne un article d'un journal, enfin, du coup ça soit vraiment trop dilué, et comment tu dois justement être capable de pouvoir engager des collaborateurs qui ne sont pas nécessairement des experts, mais qui sont plutôt du business developer, dans la compréhension de ce que tu fais et comment ça peut leur être utile. Donc on est dans le stade, pas de l'apprentissage, mais dans le stade finalement de comment ça se transfère, donc comment tu explicites un peu plus tes connaissances de façon à qu'elles puissent être acquises par une cible qui est ouverte. Oui. Bien sûr. Donc toujours Valérie Provandier, Safran Université. Je me permets d'apporter donc ce complément de réponse pour vous faire partager ce que l'on a expérimenté chez Safran Université et qui marche très bien. En ce qui concerne l'expert impliqué dans la formation, la transmission de connaissances par la formation, donc tout expert, je pense, ne peut pas devenir formateur. Il faut avoir une envie déjà, une passion, et puis certaines conditions de peut-être d'aura, de description, de transmission, et ça on les aide par une formation de formateur. Donc ça c'est la première chose, on les accompagne pour qu'ils soient formateurs. Donc ça c'était surtout vrai au départ pour les formations présentielles. Et comme tout le monde le sait, la formation évolue avec les nouveaux moyens technologiques. Et ce qu'on essaye de faire à Safran Université, c'est aussi d'accompagner ces formateurs avec des outils qui sont les e-learning, des klaxons, de la réalité virtuelle, etc. Ça, on s'appuie toujours par des personnes qui sont plutôt compétentes et volontaires pour former un petit noyau et pour que ça diffuse. Et ça marche assez bien. Donc, en ce qui concerne les experts, on a aussi expérimenté quelque chose qui est très satisfaisant dans des domaines de la R&D. C'est d'impliquer des experts pour construire des MOOC. En fait, on va avec eux construire des cours en ligne à distance. Et ça, c'est très très intéressant parce que un expert qui faisait une formation présentielle de 2 jours, voire de 3 jours, va devoir avoir un exercice extrêmement délicat et difficile de diminuer son cours en à peu près 2 heures et avec un langage qui va être un langage presque marketing, c'est-à-dire je dois me faire comprendre de tous sur des sujets compliqués. Donc ça, on va aussi accompagner l'expert, et ça peut demander des semaines, voire des mois, mais le résultat pour l'expert et pour, je dirais, toutes les personnes qui peuvent avoir accès à cette formation est extrêmement intéressant. Et nous continuons cette aventure qui est très, très engageante. Donc ça, c'est mon premier point par rapport à l'implication des experts dans la formation. Un, l'accompagnement formateur, et d'autres, aider à mettre leur savoir en des phases d'apprentissage très courtes. Et en même temps, je dirais, double effet qui school, ça nous permet aussi de capitaliser. Avant, on faisait des lignes, des recueils de connaissances, etc. Mais là, c'est un autre produit qui est extrêmement intéressant. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour essayer de regrouper toutes les notions qu'on a dit, expertise, ok, ça est long. Communication, c'est pas top. Donc prise de parole en public, des choses comme ça. Implication de la business, bon, peut mieux faire. Stratégie, on la connaît, mais on n'est pas très impliqué.
Donc il y a 2 ans de cela, on a construit, à partir d'une page blanche, un programme. C'est un parcours de formation en 3 modules, qui va mettre en œuvre tout ça. Et j'ai entendu aussi l'aspect ludique. Et franchement, l'aspect ludique, on l'a vraiment très, très intégré. Donc ça a beaucoup dérangé. On a donc construit un programme, Safran Université et Air Business Academy, qui met en jeu des situations pas agréables. On va chercher des postures qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. On va mettre l'expert en contact d'un formateur qui est aussi un comédien. On va mettre l'expert en contact d'autres experts qui sont sourds-muets et qui vont vraiment réfléchir et qui vont être un petit peu malmenés pour justement pouvoir ressusciter et renforcer des choses qu'ils ont peut-être en eux et qui n'ont pas pu mettre en exergue jusqu'à présent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met en place. On est à la 3e promotion et on a des résultats extraordinaires. Voilà. Merci pour le témoignage. D'autres questions dans la salle? Pardon, Oui. je ferais peut-être un petit complément, pardon. parce que, évidemment, je suis côté aussi Safran. C'est qu'on a effectivement repris cette activité Safran pour la formation de nos experts. Mais dans la définition de nos experts, on a plusieurs axes. Donc effectivement, on a l'axe training, donc l'axe de formation, mais formation interne, et des formations aussi externes vis-à-vis, par exemple, des écoles d'ingénieurs. Et on a un autre axe qui est la publication dans les revues internationales. Donc, et ça, quand je disais que la marche était assez haute pour devenir expert, senior expert et émérite, en fait, c'est pris en compte dans le passage. Et tous, effectivement, je confirme, ne sont peut-être pas... Enfin, il faut travailler les soft skills, ce qu'on appelle. Et tous n'ont peut-être pas la capacité de le faire. Et certains, quand je parle de publication, publient beaucoup. Quand je parle de training, ils enseignent énormément à l'étranger et pas forcément en interne. Voilà. Merci. Oui, alors bonjour, je m'appelle Chéline, donc je travaille actuellement à Saint-Gobain-Placo-Plâtre et je suis responsable de formation depuis janvier, les process et aussi WCM. Et je suis une ancienne de COP1 et je suis revenue depuis début de l'année suite à cette prise de nouvelles fonctions. Et en fait, je voulais juste dire 2 points. Donc, le premier point, ça me fait vraiment plaisir. Donc, je fais comme vous. Enfin, il y a des filières gestion expert dans les grandes entreprises françaises parce qu'il y a à peu près 15 ans, quand j'ai été encore à COP1, j'ai mené un programme de gestion de connaissances des experts à la compagnie de Saint-Gobain. Et à ce moment-là, j'ai essayé d'identifier et benchmarker avec les entreprises françaises. Et à cette époque-là, je n'ai trouvé que 2, Sanofi et Air Liquide. Et je n'ai pas entendu d'autres entreprises qui ont un programme, qui a une échelle gestion des experts, et encore moins les doubles échelles, les passages entre filières experts et management, et en espace de 15 ans. Donc il y a autant de témoignages. Vraiment, c'est une grande réussite dans la culture française. Deuxième point, je rejoins la formation. Est-ce que vous avez une question? Si. Je porte témoignage de ma nouvelle fonction de la formation, donc vis-à-vis d'experts. Donc j'ai repris cette nouvelle fonction de formation des techniques, et donc c'est nos experts qui forment notre opération dans les différents niveaux de directeur d'usine jusqu'à les opérateurs. Et je me suis aperçu aussi que nos experts, tous les experts ne peuvent pas devenir un formateur. Et j'ai commencé aussi à donner des formations aux experts dans la pédagogie, andragogie, neurologie et toutes les techniques d'animation. Et j'ai aussi des bonnes surprises, que les experts sont très demandeurs de ce genre de formation. Ils sont conscients de la nécessité, et aussi les jeunes experts sont aussi amener beaucoup de leurs nouvelles
connaissances combinées avec l'expertise technique et a inventé beaucoup de méthodes de formation ludiques. Voilà. Ok, merci. On a la place pour une dernière question. Oui, bonjour. Éric Petit, Schneider Electric. Vous avez abordé le sujet du budget. Et ce que j'aimerais savoir, sur le manager de proximité, est-ce que le manager de proximité récupère ou récolte les fruits de l'intervention d'un expert par une augmentation de son budget de service ou par des rétrocessions de coûts? Alors, en fait, quand un expert est demandé sur un projet, c'est le projet qui paye l'expert, en fait. Donc le compte d'imputation est pris sur celui du projet. Après, en interne, la politique a changé puisque pendant assez longtemps, je payais effectivement les heures prises et les voyages. Or, on souhaite que les managers hiérarchiques s'impliquent aussi dans l'expertise de leurs employés. Et du coup, je ne paye plus que les voyages. Donc je fais un 50-50 quelque part. Voilà. Mais ça a été un choix pour justement motiver. Tout à l'heure, je suis passé assez rapidement quand je disais qu'on souhaite rapprocher un petit peu le maillon faible du middle management. C'est un des critères. Ce n'est pas que la signature du rapport annuel ou autre chose, ou la lettre de mission. C'est effectivement, ça fait partie des petites choses en fait qu'on met en place pour le manager. Donc effectivement, il prévoit en fin d'année pour l'année suivante sur son OP, il prévoit quelques heures pour lui. Tout à fait. Nicolas, Valérie, merci beaucoup à tous les trois. Merci pour vos questions et je crois que